Juillet 1944. La chaleur du Texas miroitait comme du verre brisé à travers le désert. Les barbelés s'étiraient vers le néant. Klaus Weber descendit du train de transport de prisonniers, les menottes lui entaillant les poignets, s'attendant au pire de la brutalité américaine. Il avait entendu les histoires, la propagande, sur la manière dont les Américains traitèrent les prisonniers allemands. Mais alors le commandant du camp Mitchell fit quelque chose qui brisa tout ce que Klaus pensait savoir de ses ennemis. Il lui offrit un cigare cubain. Pas n'importe quel cigare. Un Monte Cristo de première qualité, du genre que même ses propres officiers n'auraient jamais pu s'offrir. Klaus fixa ce luxe coûteux, les mains légèrement tremblantes. « C'est un piège », murmura-t-il dans un anglais approximatif. Mitchell alluma simplement son propre cigare et sourit. Pas de piège, juste des règles. Mais comme Klaus allait bientôt le découvrir, rien dans ce camp de prisonniers du Texas n'était ce qu'il semblait être. Ni les cigares, ni la gentillesse, et encore moins la vérité sur la raison pour laquelle des prisonniers allemands n'arrivaient pas à croire qu'on leur donnait des cigares cubains dans des camps américains. Les freins du train hurlèrent contre les rails d'acier, envoyant une secousse le long de la colonne vertébrale de Klaus Weber, tandis que le wagon à bestiaux s'arrêtait définitivement. À travers les étroites fentes, il aperçut l'immensité infinie des broussailles texanes, s'étendant jusqu'à un horizon qui vacillait dans la chaleur brutale de juillet. L'air à l'intérieur du wagon était épais, chargé d'odeurs de corps non lavés et d'uniformes de laine imprégnés de peur. 42 prisonniers allemands entassés épaule contre épaule pour un voyage de 3 jours depuis le centre de traitement de la côte Est. Klaus colla son œil à un interstice entre les planches et les vies qui attendaient. Des gardes américains en uniforme kaki, fusils en bandoulière, visages durs comme la pierre du désert sous leurs bottes. Cette vision aurait dû le terrifier, mais après avoir vu son équipage d'U-boot se noyer dans les eaux glaciales de l'Atlantique, Klaus avait découvert que la peur était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Il sortit la boussole de son père de sa poche de poitrine et la consulta obsessionnellement, le poids familier du laiton et du verre, le rassurant comme durant tant de nuits, à naviguer en eaux ennemies. « Souviens-toi », murmura-t-il en allemand à Hans Müller. Le jeune opérateur radio était collé à son épaule. Nom, grade, matricule, rien d'autre. Hans hocha la tête, sa pomme d'Adam montant et descendant, alors qu'il déglutissait difficilement. À 19 ans, le garçon avait encore les joues douces de quelqu'un qui n'avait jamais appris que survivre signifiait mesurer chaque mot, chaque geste, chaque respiration. Klaus avait essayé de le protéger pendant la traversée, partageant ses maigres rations quand Hans ne parvenait pas à garder la nourriture, mais la protection allait bientôt devenir bien plus compliquée. La porte s'ouvrit violemment, dans un fracas qui résonna dans l'air du désert. La lumière du soleil entra comme du métal en fusion, aveuglant momentanément les prisonniers qui plissèrent les yeux et levèrent leurs mains menottées pour se protéger. Des voix américaines aboyèrent des ordres en anglais que Klaus ne comprenait qu'à moitié. Mais le langage universel des canons de fusil pointés dans leur direction n'avait pas besoin de traduction. « Raus! Raus !» cria un garde qui avait manifestement appris assez d'allemand pour déplacer efficacement les prisonniers. « Dehors! Bougez !» Klaus fut parmi les premiers à descendre du wagon, ses jambes vacillantes après des jours de confinement. La chaleur texane le frappa comme un coup physique, sèche, implacable, si différente du froid humide de l'Atlantique Nord qui avait failli le tuer. Le sol sous ses pieds était de la terre battue et du gravier, entouré de doubles rangées de barbelés qui brillaient argent dans l'après-midi ensoleillé. Des miradors s'élevaient à chaque coin du camp, leurs ombres offrant le seul répit au ciel incandescent. Les prisonniers formèrent des files désordonnés, tandis que les soldats américains les poussaient du bout de leurs fusils vers un ensemble de bâtiments en bois qui semblaient construits à la hâte, mais étonnamment propres. Klaus s'attendait à quelque chose de plus proche des camps de concentration dont l'SS chuchotait, des endroits où les ennemis du Reich disparaissaient en fumée et silence. Au lieu de cela, il vit des latrines qui paraissaient fonctionnelles, des baraquements avec de vraies fenêtres et un drapeau américain claquant dans le vent du désert. Le commandant du camp John Mitchell émergea du plus grand bâtiment,
son uniforme impeccable malgré la chaleur, sa posture droite mais pas agressive. Il était plus âgé que Klaus ne l'avait imaginé, peut-être 45 ans, avec du gris dans ses cheveux noirs et des rides autour des yeux qui parlaient de trop de décisions difficiles. Mitchell s'approcha des prisonniers rassemblés et commença à parler dans un allemand soigneusement prononcé. L'accent épais, mais l'intention claire. « Vous serez traités selon la Convention de Genève », dit Mitchell en consultant un petit carnet. « Vous êtes des prisonniers, pas des animaux. Vous recevrez de la nourriture, des soins médicaux et la possibilité de contacter vos familles par la Croix-Rouge. » Klaus étudia le visage du commandant, cherchant la cruauté à laquelle on l'avait formé, à s'attendre de la part des geôliers américains. Au lieu de cela, il vit quelque chose qui le troubla davantage que la brutalité n'aurait pu le faire. Un calme authentique. La voix de Mitchell ne portait ni haine ni triomphe, juste le ton posé d'un homme qui énonçait des règles qui seraient suivies que les prisonniers le veuillent ou non. Ce soir-là, alors que Klaus était allongé sur sa couchette, assigné dans la baraque C, regardant les constellations inconnues visibles par la fenêtre, un garde apparut à son chevet. Le soldat était jeune, peut-être 22 ans, avec des taches de rousseur de garçon de ferme et une énergie nerveuse. « Weber, Klaus ?» demanda le garde en consultant un clipboard. Klaus se redressa lentement, ses muscles encore douloureux du transport. « Bon Dieu, le commandant veut vous voir maintenant. » La marche jusqu'au bureau de Mitchell sembla plus longue qu'elle ne l'était, les sabots de bois de Klaus résonnant contre la passerelle en planche. D'autres prisonniers observaient depuis les fenêtres des baraquements, leur visage reflétant la même question qui tournait dans l'estomac de Klaus. Était-ce le moment où le masque américain de civilité allait enfin tomber? Le bureau de Mitchell était sobrement meublé mais propre, avec des cartes du Texas couvrant un mur et une petite radio qui crépitait doucement de jazz américain. Le commandant était assis derrière un simple bureau en bois. Mais ce qui attira l'attention de Klaus fut la boîte en bois à côté d'une pile de papier. Un humidor à cigares en acajou riche. « Vos dossiers de sous-marin indiquent que vous étiez navigateur », dit Mitchell en anglais, puis répéta en allemand approximatif. « J'ai besoin d'hommes qui savent lire les cartes pour les équipes de travail. » Klaus resta au garde à vous, incertain du protocole. « Oui, monsieur, navigateur. » Mitchell ouvrit l'humidor et en sortit 2 cigares, des Monte Cristo cubains, réalisa Klaus avec stupeur. Le genre de luxe que même les officiers allemands pouvaient rarement s'offrir, surtout en temps de guerre. Mitchell lui en tendit un avec un geste si désinvolte qu'on aurait dit entre vieux amis, plutôt qu'entre geôliers et prisonniers. Klaus fixa le cigare de luxe, son esprit s'emballant. C'est, comment dites-vous, un piège. Mitchell alluma son propre cigare avec un soin délibéré, la flamme projetant des ombres dansantes sur ses traits burinés. Il tira profondément, expira lentement, puis regarda Klaus dans les yeux avec une franchise déconcertante. Pas de piège, juste des règles. Mais alors que Klaus retournait vers les baraquements, le Monte Cristo non allumé toujours serré dans sa paume comme une question sans réponse, il passa devant 2 gardes qui partagèrent une cigarette devant le bâtiment des approvisionnements. Leurs voix portèrent dans l'air immobile de la nuit. « Donne-leur le bon stuff d'abord », ricana l'un des gardes. « Ça les rend mous pour après. » Les mots frappèrent Klaus comme des éclats d'obus. La confiance qui avait commencé à prendre racine timidement se flétrit instantanément, remplacée par l'armure familière de la suspicion qui l'avait maintenu en vie pendant 4 ans de guerre. Tout ce qu'il avait pensé sur l'équité américaine, sur les protections de la Convention de Genève, sur la possibilité de dignité même en captivité, ce n'était que de la propagande. De la propagande des 2 côtés. Le travail d'arpentage commença 3 jours plus tard, juste après l'aube, quand la chaleur texane était encore supportable. Klaus se retrouva affecté à une équipe qui cartographiait des canaux d'irrigation pour des fermes de coton locales. Ses compétences de navigation étaient apparemment assez précieuses pour lui valoir une dispense des tâches plus ordinaires du camp. Il travaillait avec 5 autres prisonniers, dont Hans, étalant des cartes topographiques sur des tables improvisées à l'ombre d'une toile tendue, tandis que des gardes américains observaient à distance respectueuse.
Klaus s'attendait à ce que le travail soit une punition déguisée en privilège. Mais, au fil des jours, il découvrit quelque chose de troublant. C'était du vrai travail. Le genre de cartographie précise et méthodique qu'il faisait à bord de l'U-Boat, traçant des routes à travers des eaux traîtresses. L'ironie ne lui échappait pas. Ses talents pour naviguer vers des cibles qu'il avait espéré détruire servaient maintenant à amener l'eau aux cultures qui nourriraient les gens qu'il avait été formé à considérer comme des ennemis. Le commandant Mitchell visitait régulièrement le chantier, apportant parfois des cartes supplémentaires ou des données d'altitude mises à jour, parfois simplement observant les progrès avec l'attention tranquille d'un homme qui comprenait la valeur de la précision. Il ne reparla jamais des cigares cubains, mais Klaus remarqua que Mitchell portait toujours une petite boussole, en laiton et vert, tout comme celle de son père, qu'il consultait avec la même fréquence obsessive que Klaus reconnaissait chez lui-même. « Vous étiez éleveur ?» demanda Klaus un matin, son anglais s'améliorant chaque jour par nécessité et les corrections patientes de Mitchell. Il désigna la manière dont Mitchell étudiait les tracés d'irrigation avec une compréhension qui allait au-delà de la stratégie militaire. Mitchell hocha la tête, les yeux toujours fixés sur la carte, étalée entre eux. Avant la guerre, du bétail, surtout un peu de coton. Il traça un doigt le long d'un canal d'eau proposé. L'eau, c'est la vie ici. Vous comprenez ça, je pense. Navigation en mer. Vous savez ce que ça veut dire quand les ressources sont limitées. La comparaison prit Klaus au dépourvu. Il n'avait jamais considéré les similarités entre le rationnement d'eau douce dans un sous-marin et la gestion de l'irrigation dans le désert. Mais le principe sous-jacent était identique. Le gaspillage signifiait la mort. La planification soigneuse signifiait la survie. Pour la première fois depuis sa capture, Klaus ressentit quelque chose qui s'approchait du respect professionnel pour un Américain. La lettre arriva un mercredi d'août, apportée par Sofia Martinez, la volontaire de la Croix-Rouge, devenue une présence familière dans le camp. Klaus l'avait déjà remarquée, petite femme aux yeux sombres et aux mains calleuses, qui se déplaçait dans les baraquements avec l'efficacité tranquille de quelqu'un à l'aise dans plusieurs mondes. Elle parlait assez bien allemand pour traduire les lettres et espagnol quand elle consolait les prisonniers nostalgiques qui lui rappelaient ses propres frères. « D'Allemagne », dit-elle simplement, en tendant une enveloppe qui semblait avoir traversé la moitié du monde pour l'atteindre. « Dana Weber ». Les mains de Klaus tremblèrent en prenant la lettre, ses doigts suivant l'écriture familière qu'il avait soutenue durant tant de nuits sous la surface de l'océan. Les lettres d'Anna avaient été son ancre au monde, au-dessus de l'eau, à la possibilité que quelque chose au-delà de la guerre, de la mort et du gris infini des couloirs de sous-marins puisse encore exister. Il lut la lettre 3 fois avant que les mots ne s'imprègnent pleinement. Anna était vivante. Le bombardement de Hambourg avait détruit leur quartier, leur église, le café où ils avaient repartagé leur première vraie tasse de café ensemble. Mais Anna avait survécu. Elle vivait maintenant chez sa sœur à la campagne, aidant à la récolte, essayant de reconstruire quelque chose des ruines de tout ce qu'ils avaient connu. Ce soir-là, Mitchell apparut à la couchette de Klaus avec l'humidor en bois sous le bras. Sans un mot, il le posa sur la petite table à côté du lit de Klaus et en sortit 2 Monte Cristo, en offrant un à Klaus comme il l'avait fait cette première nuit des semaines plus tôt. « Bonne nouvelle, je pense », demanda Mitchell en hochant la tête vers la lettre que Klaus tenait encore. Klaus accepta le cigare cette fois, ne le voyant plus comme un piège, mais sans encore comprendre ce qu'il pouvait signifier à la place. « Oui, bonne nouvelle. » Il chercha les bons mots en anglais. « Elle vit. Ma Anna vit. » Mitchell alluma les 2 cigares avec un briquet argenté usé qui semblait avoir des décennies d'usage. La fumée monta lentement dans l'air immobile du soir, portant avec elle une richesse que Klaus avait presque oubliée, un luxe sans autre but que le simple plaisir de partager quelque chose de bon avec une autre personne. D'autres prisonniers s'étaient rassemblés autour, attirés par la vue insolite de leur camarade le plus prudent fumant avec le commandant du camp. Hans s'approcha timidement, son jeune visage encore marqué par l'incertitude de la manière de naviguer dans ce monde étrange où des ennemis offrirent des cigares et où le travail ressemblait à un but plutôt qu'à une punition. Mitchell plongea à nouveau la main dans l'humidor et en sortit assez de cigares pour le petit groupe d'hommes qui s'était formé autour d'eux. Un par un, il alluma chaque Monte Cristo
avec la même attention soigneuse, la flamme projetant une lumière chaude sur des visages qui avaient appris à s'attendre à la cruauté, mais réapprenaient lentement la possibilité de la gentillesse. Une radio portative crépita près d'eux, jouant le clarinette de Benny Goodman, tissant dans l'air une complexité joyeuse qui fit penser à Klaus et Anna dansant dans leur petit appartement de Hambourg. La musique remplit les espaces entre les conversations, créant quelque chose que Klaus n'avait pas connu depuis avant la guerre. Un moment qui existait purement pour lui-même, sans stratégie, ni survie, ni calcul constant de la menace. Cette musique, dit Klaus en tirant sur le tabac cubain, ce n'est pas ce qu'on entend sur l'Amérique en Allemagne. Mitchell sourit, la première expression, véritablement authentique, que Klaus lui ait vue. Probablement beaucoup de choses ne sont pas ce qu'on vous a dit sur l'Amérique en Allemagne. À mesure que le soir s'épaississait et que les cigares se consumaient jusqu'à devenir des braises incandescentes, Klaus se surprit à se demander si Mitchell pouvait avoir raison. Tout ce qu'on lui avait enseigné sur la barbarie américaine semblait s'effriter un peu plus chaque jour, remplacé par quelque chose de plus complexe et difficile à classer. Pas la perfection, mais une sorte d'insistance têtue à traiter les ennemis comme des êtres humains dignes de respect. Le doute qui l'avait protégé si longtemps commençait à ressembler moins à une armure qu'à des barreaux de prison, l'empêchant d'atteindre quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à nommer, mais qu'il commençait à désirer désespérément. L'inondation éclair arriva sans avertissement, un matin de septembre qui s'était levé clair et trompeusement calme. Klaus travaillait sur le relevé d'irrigation quand le grondement lointain atteignit ses oreilles. Pas du tonnerre, mais quelque chose de plus profond et plus menaçant. Il leva les yeux de ses cartes et vit un mur d'eau brune, fonçant dans le lit habituellement sec du ruisseau qui passait près du camp et menait à la ville de Cedar Springs à 3 miles. « Inondation !» cria-t-il en anglais, puis en allemand, ses instincts de navigateur calculant immédiatement vitesse et trajectoire. L'eau atteindrait la ville en moins d'1 heure. Et d'après ce qu'il pouvait voir des débris tourbillonnants, branches d'arbres, poteaux de clôture, ce qui ressemblait à une partie de toit de grange, ce n'était pas le genre de débordement doux que les fermiers accueillaient parfois pour leurs champs. Mitchell apparut en quelques minutes, appelé par des gardes qui avaient entendu les cris de Klaus. Le commandant du camp jeta un seul regard au torrent qui approchait et prit une décision qui aurait été impensable dans n'importe quelle prison allemande dont Klaus avait entendu parler. « J'ai besoin de volontaires », annonça Mitchell aux prisonniers rassemblés. Des volontaires américains partent déjà en ville avec des sacs de sable. Tous ceux qui veulent t'aider peuvent venir avec moi. Le silence dura assez longtemps pour que Klaus compte ses propres battements de cœur. Puis Hans fit un pas en avant, son jeune visage déterminé malgré le tremblement de sa voix. « J'y vais. » Un par un, d'autres prisonniers les rejoignirent. D'abord les hommes de l'équipe de Klaus, puis d'autres qui observèrent depuis les baraquements. En 20 minutes, 37 prisonniers allemands furent chargés dans des camions militaires aux côtés de gardes américains, fonçant vers une ville texane dont la plupart ne savaient même pas prononcer le nom. Cedar Springs était le chaos quand ils arrivèrent. Le ruisseau avait déjà débordé, envoyant de l'eau boueuse dans Main Street, tandis que les habitants luttaient pour mettre meubles et affaires en hauteur. Klaus vit des enfants portés en sécurité, des personnes âgées aidées à sortir de chez elles, et partout, la panique contrôlée d'une communauté qui luttait pour sa survie. Un civil américain, un homme d'une 50aine d'années, aux mains calleuses de rancher, regarda le camion rempli de prisonniers allemands avec une suspicion non dissimulée. « Vous êtes sûr de ça, commandant? Ces garçons sont toujours l'ennemi. » La mâchoire de Mitchell se crispa, mais sa voix resta stable. Aujourd'hui, ce sont juste des hommes avec des dos solides qui savent d'en travailler. Et ils travaillèrent. Klaus se retrouva associé à un fermier local nommé Jim Peterson, un homme qui parlait avec le lent accent traînant de quelqu'un qui avait passé toute sa vie à arracher la vie à une terre récalcitrante. Ils remplirent des sacs de sable côte à côte, leur conversation limitée à des gestes et aux grognements occasionnels d'efforts partagés. Mais Klaus reconnut rapidement l'expertise du fermier à lire le courant de l'eau et à prédire où l'inondation frapperait ensuite. « Vous connaissez les rivières », observa Peterson pendant une brève pause, essuyant la sueur de son front avec un bandana rouge. Klaus hocha la tête,
pensant à tous les courants qu'il avait étudiés depuis sous la surface de l'océan. L'eau va où l'eau veut aller. On ne peut que lui suggérer un autre chemin. Peterson sourit à cela, la première chaleur authentique que Klaus ait vue chez un civil américain. Vous avez raison, fiston. Dans l'après-midi, ils avaient construit un réseau de murs de sacs de sable qui détournèrent avec succès le pire de l'inondation du centre-ville. Des maisons qui auraient été détruites restèrent sèches et la route principale resta praticable pour les véhicules d'urgence. Klaus travailla jusqu'à ce que son dos lui fasse mal et que ses mains saignent du burlap rugueux, poussé par quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Pas du patriotisme pour un pays qui n'était pas le sien, mais quelque chose de plus profond et plus personnel. Le photographe du journal local captura la scène. Des prisonniers allemands et des civils américains travaillant ensemble, leurs uniformes également couverts de boue, leurs visages également déterminés. Le titre dirait « Des héros allemands aident à sauver Cedar Springs ». Et Klaus garderait cet article de journal toute sa vie, non pas à cause des louanges, mais parce que le mot « héros » lui semblait si étranger quand il était appliqué à lui par des gens qu'il avait été formé à considérer comme des ennemis. Ce soir-là, de retour au camp, Mitchell introduisit quelque chose de nouveau dans l'éducation de Klaus. Enseigner la navigation à ses camarades prisonniers comme formation professionnelle. Les sessions avaient lieu après le dîner dans le réfectoire où Klaus étalait des cartes sur les longues tables et démontrait les lectures de boussole, les techniques de triangulation et les mathématiques précises pour tracer des routes dans un terrain incertain. Hans se révéla un étudiant enthousiaste, son esprit vif saisissant des concepts qui avaient pris des années à Klaus à maîtriser. Mais ce furent les prisonniers plus âgés qui le surprirent le plus. Des hommes comme Franz Weber, ancien marin marchand, qui avait passé des décennies à naviguer sur des routes commerciales, et Otto Kellner, professeur de géologie qui comprenait le terrain d'une manière qui complétait l'expérience maritime de Klaus. Après la guerre, dit Franz un soir, alors qu'il travaillait sur un problème complexe de triangulation. Il y aura beaucoup à reconstruire. L'Allemagne aura besoin d'hommes capables de cartographier de nouvelles routes, de planifier de nouvelles villes. Klaus n'avait jamais pensé au-delà de la survie, au-delà de la fin de la guerre, au-delà du simple espoir de rentrer auprès d'Anna. Mais assis dans ce réfectoire américain, entouré de camarades prisonniers qui se transformaient lentement de soldats vaincus en étudiants, se préparant à un avenir incertain, il commença à imaginer des possibilités qu'il n'avait jamais osé envisager. Peut-être que l'Amérique n'était pas l'empire du mal que la propagande nazie avait peint. Peut-être que les Allemands n'étaient pas la race supérieure que leur propre propagande avait proclamée. Peut-être que le monde était plus complexe et plus plein d'espoir qu'aucun gouvernement n'avait voulu l'admettre. Cette pensée l'exaltait et le terrifiait à la fois, ouvrant des portes dans son esprit qu'il avait gardées fermées depuis l'enfance. Si tout ce qu'il avait cru sur l'Amérique était faux, quoi d'autre pouvait l'être? Et si des ennemis pouvaient en devenir professeurs, étudiants, voire amis, qu'est-ce que cela disait de la guerre qu'ils avaient à tout mener? Klaus regarda autour du réfectoire, les visages penchés sur les cartes et les lectures de boussole, les gardes américains observant avec un intérêt bienveillant plutôt que de la suspicion, et sentit quelque chose bouger en lui. Pas une trahison de son serment d'officier allemand, mais une expansion de sa compréhension de ce que ce serment pouvait réellement signifier. La lettre n'était pas là où Klaus l'avait laissée. Il réorganisait le bureau de Mitchell pendant que le commandant assistait à une réunion avec des responsables de la Croix-Rouge en visite. Une tâche devenue courante au fil des semaines, depuis que Klaus s'était révélé fiable pour le travail administratif. Les cartes d'irrigation étaient exactement à leur place. Les relevés de boussole classés par ordre chronologique, mais glissés sous une pile de formulaires de réquisition, se trouvait une enveloppe portant le sceau du département de la guerre. Klaus savait qu'il ne devait pas la lire. Chaque instinct affûté par 4 ans de discipline militaire lui hurlait de remettre les papiers exactement comme il les avait trouvés et d'oublier ce qu'il avait vu. Mais la lettre était adressée à Mitchell, et Klaus reconnut son propre nom dans le premier paragraphe visible à travers le papier gouvernemental fin. Ses mains bougèrent sans permission consciente, dépliant le document qui allait tout détruire de ce qu'il avait commencé à croire sur l'honneur, l'amitié et la possibilité de confiance entre ennemis. Objet: collecte de renseignements à partir du prisonnier allemand Klaus Weber.
La lettre commençait. Vos rapports sur les techniques de navigation sous-marine ont été inestimables pour le renseignement naval. Continuez à développer la relation avec le sujet. Informations prioritaires nécessaires. Solutions de tir de torpille, tactiques d'évitement des charges de profondeur, protocole de communication des U-boats. Klaus lut les mots 3 fois, avant que leur signification ne pénètre pleinement le choc qui avait engourdi sa pensée. Chaque conversation, chaque cigare partagé, chaque instant où il avait commencé à faire confiance au respect sincère de Mitchell. Tout n'avait été qu'une performance élaborée pour extraire des secrets militaires d'un prisonnier assez naïf pour croire à l'honneur américain. Les lectures de boussole qu'il avait enseignées à ses camarades, les techniques de navigation qu'il avait démontrées avec tant de fierté, les histoires qu'il avait partagées sur la vie à bord d'un sous-marin, tout avait été soigneusement récolté par un homme qui offrait des cigares cubains, tout en exploitant les souvenirs de Klaus pour des renseignements qui pourraient les tuer d'autres marins allemands. Quand Mitchell revint 1 heure plus tard, Klaus était toujours assis au bureau, la lettre étalée devant lui comme la preuve d'un crime qu'il avait été trop naïf pour reconnaître. Le commandant s'arrêta dans l'encadrement de la porte, son visage enregistrant immédiatement le changement d'atmosphère. « Klaus !» La voix de Mitchell portait le ton prudent d'un homme qui reconnaissait le danger sans encore en comprendre la source. Klaus se leva lentement, ses mouvements contrôlés malgré la rage qui montait dans sa poitrine. Il prit l'humidor en bois sur le bureau de Mitchell, le même humidor qui avait contenu ses précieux Monte Cristo, symbole de ce qu'il avait stupidement interprété comme une véritable amitié. « Vous m'avez fait croire », dit Klaus, son anglais se brisant sous le poids de la trahison. « Vous m'avez fait trahir mon serment. » Il lança l'humidor au pied de Mitchell, où il se brisa sur le plancher. Les cigares cubains se répandirent comme des promesses rompues, leur tabac riche se déversant sur des documents officiels qui ressemblaient maintenant à des instruments d'espionnage qu'ils avaient toujours été. Mitchell ne broncha pas, ne se défendit pas, ne sembla même pas surpris. Il regarda simplement les cigares éparpillés avec quelque chose qui aurait pu être du regret, puis rencontra les yeux de Klaus avec une franchise stable. « Je peux expliquer », dit Mitchell calmement. « Expliquer ?» La voix de Klaus monta jusqu'à un cri qui fit accourir des pas dans le couloir. « Expliquez comment vous faites de moi un traître. Comment vous volez ma confiance pour vos rapports de renseignement. » La porte du bureau s'ouvrit violemment, alors que les gardes répondaient au bruit, leurs fusils prêts mais incertains de la cible. Mitchell les renvoya d'un geste, sans rompre le contact visuel avec Klaus. « Repos, tout est sous contrôle ici. » Mais rien n'était sous contrôle. La nouvelle de la confrontation se répandit dans le camp comme une traînée de poudre, portée par les prisonniers qui avaient vu Klaus emmené en isolement et par les gardes qui avaient entendu les cris depuis le bureau de Mitchell. En quelques heures, l'équilibre soigneusement construit par Mitchell entre sécurité et dignité commença à s'effondrer. Les camarades prisonniers, qui avaient vu en Klaus un leader, chuchotaient maintenant des accusations de collaboration dans son dos. Les gardes américains, qui s'étaient habitués aux prisonniers allemands, redevinrent soupçonneux, guettant des signes de tromperie dans chaque geste amical. Même Sofia Martinez semblait différente quand elle apporta son repas du soir à Klaus en isolement, sa chaleur habituelle remplacée par une distance professionnelle. « Vous saviez ?» demanda Klaus à travers la fente du plateau, désespéré d'avoir une confirmation que son jugement n'avait pas été complètement compromis. Sofia hésita, et dans cette pause, Klaus trouva sa réponse. Elle avait su, ou du moins soupçonné, et avait choisi de ne rien dire, pendant qu'il se ridiculisait en faisant confiance à un ennemi qui jouait un jeu plus long qu'il n'aurait cru possible. La musique jazz cessa de jouer le soir. Les cours de navigation furent suspendus. Même les équipes de travail devinrent des exercices de suspicion mutuelle plutôt que d'efforts coopératifs. Klaus était devenu un paria parmi les prisonniers qui craignaient d'être contaminés par association avec un collaborateur, tandis que les Américains le traitaient comme un risque sécuritaire dont l'utilité temporaire avait été compromise par sa découverte de la vérité. Dans l'isolement de sa cellule, Klaus fixait la lettre d'Anna, la seule chose authentique dans un monde qui s'était révélé construit sur des mensonges soigneusement fabriqués. Ces mots parlaient d'espoir pour leur avenir ensemble, de reconstruction de leur vie dans une Allemagne qui émergerait des cendres de la guerre plus forte et plus sage.
Mais Klaus ne pouvait plus imaginer cet avenir. Ne pouvait plus imaginer faire confiance à son jugement sur quoi que ce soit, ou qui que ce soit. La boussole de son père était posée sur la petite table près de son lit de camp, son aiguille pointant fermement vers le nord, indépendamment du chaos dans le cœur de Klaus. L'instrument fonctionnait encore parfaitement, donnait toujours des lectures précises, mais Klaus ne faisait plus confiance à sa propre capacité à interpréter ce qu'elle lui disait. S'il avait pu être si complètement trompé sur les motivations de Mitchell, comment pouvait-il faire confiance à sa propre navigation dans le terrain émotionnel qui s'étendait devant lui? Les cigares cubains avaient été la métaphore parfaite, réalisa-t-il maintenant, des luxes exotiques offerts par des geôliers à des prisonniers, symbole de générosité qui masquait un agenda plus calculé. Il avait été séduit par l'apparence de dignité et de respect, sans jamais reconnaître que sa captivité avait simplement pris une forme plus sophistiquée qu'il ne l'avait attendue. Tout ce qu'il avait commencé à espérer, l'amitié au-delà des lignes ennemies, la possibilité d'honneur même dans la défaite, un avenir bâti sur autre chose que la haine, gisait en morceaux autour de lui, comme l'humidor brisé sur le sol du bureau de Mitchell. La seconde lettre arriva 3 semaines plus tard, apportée par une autre volontaire de la Croix-Rouge, dont Klaus ne reconnut pas le visage. Elle s'approcha de sa cellule avec la neutralité prudente de quelqu'un qui avait été briefé sur les prisonniers difficiles, glissant l'enveloppe par la fente du plateau sans croiser son regard. Klaus sut avant de l'ouvrir que cette lettre détruirait ce qui restait de son espoir soigneusement reconstruit. Anna était morte. Un bombardement allié de Hambourg lui avait pris la vie 2 mois plus tôt. Pas lors du premier raid dont Klaus avait déjà appris la nouvelle, mais lors d'une frappe de suivi qui avait visé les camps de réfugiés où les survivants avaient cherché abri. Elle aidait des enfants blessés quand la seconde vague de bombardiers était arrivée. Et selon la sœur d'Anna, elle était morte instantanément quand la station médicale de Fortune avait pris un coup direct. Klaus lut la lettre une fois, puis la plia avec une précision mécanique et la posa sur la petite table à côté de la boussole de son père. Il ne ressentit rien, ni chagrin, ni rage, ni même l'engourdissement familier qui l'avait protégé durant les pires moments de la guerre. Il n'y avait simplement qu'un vide là où son avenir avait été, un néant qui consumait tout ce qu'il avait imaginé construire. Quand ce cauchemar prendrait enfin fin, il cessa de manger. Pas par décision consciente, mais par un manque total d'intérêt à maintenir en vie un corps qui ne servait plus aucun but qu'il pouvait identifier. Les gardes le remarquèrent en quelques jours, signalant son état au personnel médical du camp, qui recommanda l'alimentation forcée si son état se détériorait davantage. Klaus trouva leur sollicitude absurdement touchante, une attention si soigneuse à maintenir en vie un homme qui avait perdu toute raison de vivre. Le 4e jour de sa grève de la faim, Mitchell apparut à sa cellule, portant une boîte en bois familière, un nouvel humidor pour remplacer celui que Klaus avait brisé dans son bureau. Le commandant du camp s'assit par terre dehors devant les barreaux, le dos contre le mur du couloir, et en sortit 2 cigares cubains, avec la même attention soigneuse dont Klaus se souvenait des premiers soirs où le monde avait semblé plein de possibilités inattendues. « J'ai besoin de vous dire quelque chose », dit Mitchell calmement, allumant les 2 cigares. Malgré l'absence totale de réponse de Klaus, la fumée passa à travers les barreaux de la cellule, portant avec elle des souvenirs de soirées où la confiance avait semblé possible. Klaus resta sur son lit de camp, fixant le plafond, mais Mitchell continua de parler comme s'ils avaient une conversation normale. Oui, Washington voulait des rapports de renseignement. Ils m'ont ordonné de développer une relation avec vous, d'extraire des informations sur les tactiques sous-marines, les techniques de navigation, tout ce qui pourrait aider l'effort de guerre. Mitchell tira sur son cigare, la braise luisant dans la lumière faible du couloir. Mais je n'ai jamais envoyé les rapports. Les mots pénétrèrent lentement l'engourdissement de Klaus, comme un son lui parvenant à travers une eau profonde. Il tourna la tête vers Mitchell pour la première fois depuis des semaines. « Je les ai écrits », continua Mitchell. « Des rapports détaillés sur tout ce que vous m'avez dit, chaque technique que vous avez démontrée, chaque histoire que vous avez partagée. Ensuite, je les ai rangés dans le tiroir de mon bureau, et j'ai dit à Washington. Il a été peu coopératif, méfiant, refusant de discuter de questions techniques. » Klaus s'assit lentement,
son corps affaibli protestant contre le mouvement. Pourquoi? Mitchell resta silencieux un long moment, étudiant la boussole qu'il portait toujours. L'instrument en laiton et verre que Klaus réalisait maintenant correspondra à la sienne, non par coïncidence, mais par compréhension partagée de ce que signifiait la navigation pour des hommes qui avaient à passer leur vie à trouver une direction dans un terrain incertain. « Mon fils est mort à Pearl Harbor », dit enfin Mitchell, 22 ans, rempli de colère vertueuse à l'idée de combattre le bon combat contre des ennemis maléfiques. Il croyait tout ce qu'on lui avait dit sur les Allemands monstres, tout comme vous avez probablement cru tout ce qu'on vous a dit sur les Américains barbares. Mitchell leva son cigare, examinant la pointe incandescente, comme si elle contenait des réponses à des questions qu'il portait depuis des années. Mais vous n'étiez pas un monstre. Vous étiez juste un homme qui essayait de faire son travail avec honneur, de protéger son équipage, de rentrer auprès de quelqu'un qu'il aimait, comme mon garçon, comme eux tous. Klaus sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Pas son cœur qui se brisait, mais son armure qui enfin se fendait, après des mois de pression soutenue. « Anna est morte. »« Je sais, Sophia me l'a dit. » La voix de Mitchell portait un vrai chagrin. Pas la sympathie pratiquée d'un officier de renseignement, mais la douleur brute de quelqu'un qui comprenait la perte. « Je suis désolé. Les cigares de mon père. Vous les avez donnés à un ennemi. » Mitchell sourit, et Klaus fut surpris de voir une vraie chaleur dans l'expression. « La dernière boîte de mon père. » Oui, il est mort en croyant que les Américains combattaient avec honneur, que nous étions différents de nos ennemis parce que nous traitions les prisonniers comme des êtres humains plutôt que comme des obstacles à la victoire. Je vous les ai donnés parce que vous m'avez rappelé à quoi ressemble l'honneur, même dans la défaite. Klaus accepta le cigare, offert avec des mains qui tremblaient de plus que la faiblesse physique. Tandis que Mitchell l'allumait pour lui avec la même attention soigneuse que ce premier soir, Klaus sentit les murs qu'il avait construits autour de son cœur commencer à s'effondrer. « J'ai trahi mon serment », murmura Klaus. « Vous avez partagé vos connaissances avec des hommes qui en avaient besoin pour construire de meilleures vies après la guerre », corrigea Mitchell. « Vous avez aidé à sauver une ville américaine d'une inondation. Vous avez traité des ennemis avec dignité, même quand vous aviez toutes les raisons de nous haïr. Si c'est ça la trahison, alors peut-être qu'il nous faut plus de traîtres dans ce monde. » Sophia apparut au bout du couloir, portant un plateau avec ce que Klaus reconnut comme de la vraie nourriture. Pas des rations de prison, mais quelque chose qui sentait la cuisine maison. Elle avait veillé sur lui, malgré son rejet, s'assurant qu'il survive assez longtemps pour apprendre des vérités qui pourraient rendre la survie à nouveau valable. Tandis que Klaus tirait sur le tabac cubain et sentait sa richesse remplir des poumons qui avaient oublié le plaisir de respirer profondément, il réalisa que le cadeau de Mitchell n'avait jamais concerné le renseignement ou la manipulation. Il avait concerné la reconnaissance. Un navigateur qui en reconnaissait un autre, un homme qui comprenait le poids de la responsabilité, tendant la main au-delà des lignes ennemies pour toucher l'humanité que la guerre essayait si fort de détruire. La guerre prenait fin. L'Allemagne s'était rendue des semaines plus tôt, bien que la nouvelle filtre lentement dans le camp de prisonniers. Bientôt Klaus devrait choisir entre rentrer dans les ruines de son pays natal ou trouver une autre voie. Mais assis dans cette cellule de prison texane, partageant des cigares cubains avec un homme qui avait risqué sa carrière pour protéger la dignité de Klaus, il comprit enfin que la navigation la plus importante n'était pas à travers les océans ou les champs de bataille. C'était à travers la distance entre ennemis et famille.